48 parcs naturels régionaux ne sont pas des îlots figés dans un espace immobile, des conservatoires ou des musées. Vous le savez mieux que quiconque. Vous n'êtes pas les simples arrière-pays récréatifs ou résidentiels pour les urbains, mais au contraire, et cela a été rappelé lors des comptes rendus de vos ateliers, que les parcs naturels régionaux sont aujourd'hui en phase d'évolution, avec les mutations positives de notre temps, avec la démographie, avec la recherche de la qualité de vie et d'une nature plus proche de l'habitat, avec les mobilités nouvelles, avec les nouveaux usages des temps. Mais ils sont aussi à la portée des désordres de ce monde et sont atteints chaque jour par ces débordements. La grande précarité qui fuit les villes aujourd'hui, la menace sur les terres agricoles, le pavillonnaire anarchique, les équipements commerciaux qui ruinent le commerce local, le délitement de pans entiers de l'habitat dans les centres-bourgs, un tourisme mal maîtrisé, les incivilités voire l'insécurité qui remontent des grandes agglomérations, il y a ainsi des enjeux nouveaux sur lesquels vous êtes attendus. Le vieillissement des populations, l'intergénérationnel, la lutte contre la pauvreté, le lien social, la culture sont des thématiques fondamentales. La cohésion sociale est une dimension essentielle d'un aménagement équilibré du territoire. Enfin, faut-il le dire, vous affrontez parfois aussi les conséquences d'erreurs et d'accumulation de décisions publiques parfois discutables, certes en apparence. Chacune prise à part peut se justifier d'une façon ou d'une autre et répond à une logique. Cependant, quand elles parviennent cumulées en bout de course sur les territoires, leurs impacts peuvent être terribles. Quand on ferme simultanément sur certains territoires les bureaux de poste, les gendarmeries, les casernes, les perceptions, les tribunaux, les équipements de soins, demain peut-être des sous-préfectures, cela ne va pas sans dégâts. Alors, il ne s'agit évidemment pas de dire que tout doit rester comme avant et au contraire. Parce qu'entre la conservation intacte de l'existant et la liquidation pure et simple, il y a un autre chemin. Ce chemin, c'est la réforme et l'adaptation négociée de nos services publics, une répartition mieux concertée des tâches d'ingénierie publique au service des territoires sous-équipés, une mutualisation des moyens de l'État et des collectivités, et aussi entre les collectivités. C'est le travail de la ministre de l'Égalité des Territoires que de veiller à tout cela. Autrement dit, que les intérêts privés ne soient respectés, mais ne balayent pas tout sur leur passage. De veiller à la cohérence des politiques et des décisions publiques, au traitement des conflits d'usage dans le sens de l'intérêt général, au fait qu'on ne sacrifie pas les générations futures à des décisions irréversibles d'aménagement. Réparer les territoires meurtris, mais aussi préparer l'avenir, équiper chaque territoire des moyens de développer sa propre ressource dans une vision cohérente de l'ensemble des territoires. Tout le monde ne fait pas tout, mais tout le monde doit trouver sa place dans l'ensemble national. Cette cohérence, je le sais, commence par les politiques de mon propre ministère. Les décisions prises en matière de logement et d'habitat dans un territoire donné ont des effets de propagation importants sur toute la chaîne. Nous sommes donc incités en la matière à améliorer nos instruments d'observation et d'analyse, à prendre des décisions sur les bons niveaux de responsabilité en matière de logement entre le local et le national, à achever le débat sur la façon de conforter l'intercommunalité et de favoriser un pilotage fin des politiques locales de logement, à ouvrir un véritable droit à l'expérimentation. Mais l'objectif de cohérence va bien au-delà de ces simples questions de logement. Il y eut, dans la phase du modèle de consommation et de croissance, l'âge 1 de l'aménagement, celui où on a réparti les activités, les équipements et les réseaux dans l'Hexagone, de manière parfois autoritaire, pour réduire le risque de désert français. Il y eut, après le premier choc pétrolier de 1973, l'âge 2, où l'on comprit l'importance du développement local, ascendant, et où on valorisa la culture de projet et de l'intelligence territoriale. Chacune de ces étapes a produit des effets positifs, par exemple à travers les logiques de transfert, une certaine réduction des inégalités considérées à l'échelle des régions. Sous l'effet d'opportunités ou de contraintes nouvelles, certains territoires se sont même repeuplés, des objectifs de mixité sociale ont progressé, ici ou là. Mais des contre-effets sont apparus, et par exemple, le creusement de certaines inégalités au sein même des territoires, l'émergence de tâches de pauvreté ou de décrochage, une très forte sensibilité des ménages à l'augmentation du prix des carburants et des matières premières en général. Pour traiter ces contre-effets, pour affronter les défis planétaires qui s'annoncent,
Nous devons entrer désormais dans un troisième temps de l'aménagement, celui où pour réparer et pour anticiper, l'État et les territoires doivent négocier non pas tout, mais leurs priorités respectives. Ces priorités ne seront pas les mêmes selon l'histoire récente, la gravité des chocs subis, la contrainte démographique, voire la spécificité géographique des territoires. Égalité ne veut pas dire uniformité. Elles opéreront sur des thématiques variées, selon des modalités et des périmètres divers. Le président de la République a été extrêmement clair lors des États généraux des territoires l'autre jour au Sénat. Il a fixé au gouvernement une feuille de route très précise qui sera soumise au débat parlementaire. D'abord, un haut conseil des territoires pour fixer ensemble ses priorités, et particulièrement en termes de cohésion sociale et de transition écologique. Des régions clairement positionnées comme pivots et des chefs de file bien identifiés, toutes étant incitées à ne pas gouverner en surplomb ou à trop grande distance des réalités. Une conférence des exécutifs locaux, chargée notamment d'examiner les volets infrarégionaux de la mise en application des priorités partagées. Le dispositif est donc en train de prendre forme. J'ai proposé pour ma part au Premier ministre un exercice grandeur nature pour l'accompagnement de ces processus, à travers une nouvelle génération de contrats d'objectifs entre l'État et les territoires, en phase dans le temps avec la programmation européenne 2014-2020. Il va de soi que les parcs ont évidemment vocation à s'inscrire dans ce processus de contractualisation qui correspond à leur culture, à leur savoir-faire et à leur place dans le dispositif, notamment pour le financement de leurs projets. Mesdames et messieurs, pour mener à bien ce dispositif, l'État a besoin d'outils nouveaux. Et je le dis au passage aussi, de métiers nouveaux de l'État sur le territoire, et d'une autre façon de les exercer. Il ne faut plus séparer les politiques territoriales. On ne peut pas agir sur des bouts de l'ensemble sans intervenir sur les autres bouts de cet ensemble. On ne peut plus installer de grandes et belles politiques de l'hyperproductivité et d'autre part les outils d'une réparation plus ou moins bricolée. Pour aller dans le sens d'outils plus lisibles, mieux ciblés, j'ai donc proposé la mutation des institutions existantes, et pas seulement de la DATAR, dans le sens d'un commissariat général à l'égalité des territoires, qui soit doté non seulement d'une forte capacité de prospective, d'observation et d'évaluation, mais d'instruments très incitatifs, de négociation avec les collectivités locales et d'intervention sur les territoires. Je souhaite évidemment que les parcs soient associés à cet exercice de large consultation qui sera suivi d'une mission parlementaire sur le sujet. En attendant, nous poursuivrons bien évidemment le travail d'appel à projets entrepris entre le ministère de l'écologie et la DATAR en 2008 et 2011 sur des thématiques repérées comme particulièrement sensibles, dont celle, je le redis, soyez rassurés, de l'urbanisme. Et je vous invite également, comme le souligne la mission Avenir des parcs, à poursuivre le travail de capitalisation, de diffusion et de transfert de vos expériences auprès d'autres réseaux nationaux. La DATAR continuera bien évidemment à soutenir jour après jour votre fédération. Au total, vous l'avez compris, ma porte, celle de notre ministère, vous sont bien évidemment ouvertes. Notre soutien est total. Je crois que notre travail en collaboration avec Delphine Batho est très étroit et j'espère qu'il vous sera très utile. Mais soyez infiniment certains que ces projets partagés, ces territoires vivants, ce sont eux aussi l'objectif du gouvernement. Je vous remercie.